Ben salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du Poète en robe de chambre, tout le monde de Trois-Rivières et d'autour. Là, j'imagine que c'est ouvert amplement comme c'est une édition numérique, la dernière édition de cette année pandémique et numérique, euh, mais qui se termine en beauté. Ça a quand même été une belle année du côté du Poète en robe de chambre. On a eu des invités formidables, puis on termine avec Marie-Thérèse Fortin qui est avec nous. Salut Marie-Thérèse. Salut, salut. Je suis très content que tu sois là. Tu sais, j'ai invité plusieurs fois Marie-Thérèse à participer à la série, puis c'est une fille bien occupée. Mais là, c'est la pandémie, ça a des bons côtés. Oui, ça tombe pile. On fait ça de chez nous en plus. Bon, ça prend moins de temps. Oui, Alors, ben voilà. On va s'y mettre assez rapidement parce oui. que elle a préparé, Marie-Thérèse, un très, très beau programme, très riche, très dense. Puis j'ai très, très hâte que vous l'entendiez. Mais bon, selon la coutume, c'est moi qui casse la glace. Puis, étant donné que je pense à cause de l'idée de la mer qui est présente Oui. dans les choix de Marie-Thérèse, que j'ai pensé à ce vieux poème de Rimbaud, les, euh, les poètes de 7 ans, qui commence par Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance. Très intelligent. Pourtant, des tics noirs, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour tombant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinait derrière la maison, en hiver s'il lunait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne et pour des visions, écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Mais pitié, ces enfants pauvres étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout sous des habits, puant la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et s'il l'ayant surpris, à ses pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon. Elle avait, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert où lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés où rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, et lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Et par elle, meurtri des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir chauve, noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs en 3 roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans sa chambre nue, aux persiennes closes, hautes et bleues, âcrement prises d'humidité, il lisait son roman, sans cesse médité, plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, de fleurs, de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrues,
et pressentant violemment la voile. Cette voile-là dont il parle, Rimbaud, dans Les poètes de ces temps, dans Le bateau-ivre, dans cette espèce de passion pour l'aventure à laquelle il va finir par céder, délaissant la poésie complètement. Il aurait tout fait. Il aurait tout fait en poésie avant l'âge de 21 ans. Alors là, il lâche tout ça et il s'en va vivre ses aventures africaines, notamment. Et c'est tout à fait troublant parce que j'ai trouvé dernièrement un petit recueil qui s'appelle Les lettres du Harar. C'est des lettres de Rimbaud, Rimbaud l'aventurier, à sa sœur, qui est restée, je pense à Charleroi, dans ce coin-là. Oui. Puis, c'est d'une platitude, c'est d'une prose absolue. Et c'est fou de voir à quel point il était un littéraire, un aventurier génial de la littérature et un pauvre petit aventurier de l'Afrique. C'est assez troublant pour moi, cette réalité-là. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il est allé beaucoup plus loin dans les mots que, même s'il il est allé jusqu'au bout de sa vie, là, dans cette aventure-là, il en est mort. Mais tout de même, il y a un clash que je trouve. On parle souvent, tu sais, est-ce que l'homme puis l'artiste c'est le même? Est-ce que l'œuvre puis l'artiste c'est la même? Ben, visiblement pas tout à fait, non. Non, non. Non, c'est comme si ça avait été une période très définie de sa vie et puis qu'il avait un peu renoncé à tout ça. Ouais. C'est comme s'il avait vu le bout. Moi, j'ai l'impression, des fois, quand je lis ces textes, c'est tellement cinématographique. Ouais. Il y a des contre-plongées, il y a des travelling, il y a toutes sortes d'affaires qui sont du vocabulaire de cinéma. Je pense que, né au 20e siècle, avec ce talent-là, il aurait probablement fait des grandes choses du côté des mots, mais je pense qu'il serait allé du côté du cinéma, avec cette espèce de... Puis d'espèce tu sais, il y a un côté glamour, il y a un côté aventure, il y a un côté... Je pense que ça lui aurait plu toute cette affaire-là. Ouais. Enfin, on n'en sait rien. Bien. Écoute, puisque tu as attaqué avec ce si beau poème, oui, c'est vrai que la trame qui unit un peu tous les textes que j'ai choisis, c'est surtout de la prose, je m'en excuse, mais c'est une prose très, très évocatrice, très forte, très, très poétique aussi, il faut bien dire. Donc, la figure de la mère, la figure aussi, la quête chez des jeunes femmes à travers les textes que j'ai choisis, chez les femmes de tendre vers ce qui les habite, ce qui les anime, ce qui les nomme aussi, je pense, et comment à travers le temps se manifeste ce désir de s'affranchir des règles et d'être en prise avec son vrai soi. Et c'est sûr que celle qui m'a toujours, en tout cas la première qui m'a assez bouleversée dans cette réflexion-là, c'est Gabrielle Roy. J'en démords pas. Ça devient presque une obsession. Je l'assume. Mais donc, j'aurais envie de vous lire, c'est l'ouverture de La détresse et l'enchantement. Ça s'appelle Chez Eaton, où elle se dirige, elle a à peu près 8 ans, et elle se dirige avec sa mère, non, elle a 11 ans. Elle se dirige avec sa mère chez Eaton, en traversant le pont Provencher de Saint-Boniface à Winnipeg, pour aller acheter des cossins. Alors, ça va comme suit. Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce à être traitée en inférieure? Ce ne fut peut-être pas malgré tout au cours du trajet que nous avons tant de fois accompli, maman et moi, alors que nous nous engagions sur le pont Provencher au-dessus de la Rouge, laissant derrière nous notre petite ville française de Saint-Boniface pour entrer dans Winnipeg, la capitale, qui jamais ne nous reçut tout à fait autrement qu'en étrangères. Cette sensation de dépaysement, de pénétrer à 2 pas seulement de chez moi dans le lointain, m'était plutôt agréable quand j'étais enfant. Je crois qu'elle m'ouvrait les yeux, stimulait mon imagination, m'entraînait à observer. Nous partions presque toujours animés par un espoir et d'humeur gaie. Maman avait lu dans le journal ou appris d'une voisine qu'il y avait solde chez Eaton de dentelles de rideaux, d'indiennes propres à confectionner tabliers ou robes d'intérieur ou encore de chaussures d'enfants. Toujours au-devant de nous luisait, au départ de ses courses dans les magasins, l'espoir si doux au cœur des pauvres gens d'acquérir à bon marché quelque chose de tentant. Il me revient que nous ne nous sommes guère aventurés dans la riche ville voisine,
que pour acheter. C'était là qu'aboutissait une bonne part de notre argent si péniblement gagné, et c'était le chiche argent de gens comme nous qui faisait de la grande ville une arrogante nous intimidant. N'ayant pas encore entamé la petite somme dont maman disposait pour aujourd'hui, celle-ci semblait devoir parvenir à combler des désirs qui attendaient depuis longtemps, d'autres qui poussaient à l'instant même. Maman était de ces pauvres qui rêvent, en sorte qu'elle eut la possession du beau bien plus que les gens qui l'ont à demeure et ne le voient guère. C'était donc en riche, toutes les possibilités d'achat encore intactes dans nos têtes, que nous traversions le pont. Mais aussitôt après s'opéra en nous je ne sais quelle transformation qui nous faisait nous rapprocher l'une de l'autre, comme pour mieux affronter ensemble une sorte d'ombre jetée sur nous. Tout à coup, nous étions moins sûrs de nos moyens. Notre argent avait diminué. Nos désirs prenaient peur. Nous continuions à parler français, bien entendu, mais peut-être à voix moins haute déjà. Surtout après que 2 ou 3 passants se furent retournés sur nous avec une expression de curiosité. Cette humiliation de voir quelqu'un se retourner sur moi qui parlait français dans une rue de Winnipeg, je l'ai tellement éprouvée au cours de mon enfance que je ne savais plus que c'était de l'humiliation. C'était à notre arrivée chez Eaton seulement que se décidait si nous allions oui ou non passer à la lutte ouverte. Tout dépendait de l'humeur de maman. Parfois, elle réclamait un commis parlant notre langue pour nous servir. Mais il arrivait à un moment de se sentir vaincu d'avance, las de cette lutte toujours à reprendre, jamais gagnée une fois pour toutes, et de trouver plus simple, moins fatigant, de sortir son anglais, comme elle disait. Parfois survenait une vraie difficulté. Comme ce jour où maman demanda « a yard or two of Chinese skin to put under the coat ». Maman ayant en tête d'acheter une mesure de peau de chamois pour en faire une doublure de manteau. Maman. Maman. C'est fou rire qu'elle me communiquait malgré moi. Aujourd'hui, je sais qu'ils étaient un bienfait, nous repêchant de la tristesse. Mais alors, j'en avais un peu honte. Maman, tu nous fais mal voir à la fin. Et si toutes deux nous rions, nous faisons aussi rire de nous. Hey, c'est pas toi qui as toutes les chances de te faire instruire, de me faire la leçon à moi, qui a tout juste pu terminer ma 6e année dans une petite école de rang de Saint-Alphonse de Rodriguez, où la maîtresse n'en savait guère plus que les enfants. Et comment l'aurait-elle pu, cette pauvre fille qui touchait comme salaire 400 $ par année? Ce sera à toi, l'esprit agile, la tête pas encore toute cassée par de constants calculs, à te mettre à apprendre l'anglais afin de nous venger, tous. Jamais maman ne m'en avait dit aussi long sur ce chapitre. Je crois avoir entrevu pour la première fois qu'elle avait cruellement souffert de sa condition et ne s'était consolée qu'en imaginant ses enfants parvenus là où elle aurait voulu se hausser. Voilà! On était avec elle, hein? Oui. On était avec elle, on traverse le pont, mais on n'est pas dans le décor, on est dans le décor intime de ce que ça représente sur le plan de l'image de soi, de l'identité, de ce qu'est l'autre, de l'autre que l'on est. C'est vraiment fort. Oui, c'est vraiment, c'est ce passage-là, c'est-à-dire que de partir de son petit nid confortable, Saint-Boniface, cette identité forte, pleine d'espoir, puis juste dans la traversée du pont, de quelques pas, sentir comment toutes ces choses-là sont fragiles et comment tout est remis en question d'une certaine façon. C'est le lot des minorités, je pense, toute minorité qui vit à l'intérieur d'un groupe. Mais puis, c'est le lot des minorités, puis même des individus dans le sens où c'est tellement fragile, complexe et intéressant l'identité. Je sais pas pourquoi, en t'écoutant, j'ai pensé à un court-métrage que j'avais vu une fois où tu voyais un type qui travaillait dans un bureau, c'était des dessins, il travaillait dans un bureau, petit job, commis de bureau, se fait un peu crier dessus, tout ça, puis il dans un décor un peu gris, puis il arrive chez lui, il ouvre la porte et sa petite fille le regarde, et il y a une couronne qui apparaît sur sa tête, et tout se transforme de par le regard de cet enfant-là qui arrive. Et quand j'avais vu ça, je m'étais rappelé que je suis plus, j'ai quand même 62 ans, puis je viens de la campagne, fait que j'ai connu un peu l'avant-révolution tranquille quelque part, tu sais, parce que je viens de la campagne, puis je me rappelle, je suis plutôt au cégep, puis je parlais d'un prof de philo qui était un jésuite défroqué, je le savais pas, qui s'était marié, puis qui avait là des enfants, puis
je disais, oui, mais j'allais lâcher l'école. Puis je disais, mais après tout ce que mes parents ont fait pour moi, ça va leur briser le cœur, puis ci, puis ça. Puis il m'a dit, puis toi, ce que tu as fait pour tes parents, comment est-ce que j'ai fait pour mes parents? J'ai rien fait pour mes parents. Des vieilles histoires de Bible. Ça, tu n'as rien fait pour tes parents? J'en ai, moi, des enfants. Puis je peux te dire que sans mes enfants, ma vie fera dure en crème, tu sais. Puis ça m'avait comme renversé l'affaire, pas renversé, mais en tout cas, fait Oui, voir oui, une autre dimension. Et là, je suis papa depuis quelques années et je vois à quel point c'est vrai, là, oui. tout ce que ça apporte à Mais notre c'est vrai. identité, là, tu sais, Oui, tout ce oui. que ça apporte à notre identité, c'est immense. Hey, je te laisse continuer, tu sais, c'est trop, Oui, je veux rester là-dedans avec toi. ben oui, ça tombe bien parce que c'est un autre texte de Gabrielle Leroy. C'est le Ah moment où ben, elle aspire à écrire, où elle est toute jeune, elle a 16 ans. Elle s'est réfugiée dans le grenier de la maison de la rue des Chambeaux. D'ailleurs, c'est tiré de la rue des Chambeaux. Et toujours cette discussion avec sa mère. Dans les étangs non loin de chez nous, un soir, vers le mois d'avril, commençait une sorte de musique aiguë, vibrante, d'une tristesse douce pourtant, qui durait presque tout l'été, pour ne cesser que lorsque l'eau des étangs avait été bue toute par le soleil ou par la terre. Les petites chanteuses, des centaines de grenouilles, étaient invisibles. Sortant de l'hiver, de leur engourdissement, de la vase, retrouvaient-elles cette mince voix éclatante pour se parler, se saluer d'une marée à l'autre? Ou bien ne revivaient-elles pas, n'échappaient-elles pas au fond gluant que pour remuer nos cœurs un temps par une musique étrange? D'abord isolées, éparses, les voix finissaient par s'accorder et ne formaient plus bientôt qu'un long cri continu. Je l'entends encore qui vrillait par chez nous les nuits de printemps. Jamais je n'ai entendu appel plus fort vers l'enfance, vers ces joies un peu sauvages. J'allais encore souvent dans mon grenier, même quand je fus une élève studieuse, même quand je fus un peu plus âgée et au bord de ce qu'on appelle la jeunesse. Qu'allais-je faire là-haut? J'avais 16 ans, peut-être, le soir où j'y montais comme pour me chercher moi-même. Que serais-je plus tard? Que ferais-je de ma vie? Oui, voilà les questions que je commençais à me poser. Sans doute pensais-je que le temps était venu de prendre des décisions au sujet de mon avenir, au sujet de cet inconnu de moi-même que je sentais un jour, que je serais un jour, pardon. Et voici que ce soir-là, comme je me penchais par la petite fenêtre du grenier et vers le cri des étangs proches, m'apparurent, si on peut dire qu'ils apparaissent, ces immenses pays sombres que le temps ouvre devant nous. Oui, tel était le pays qui s'ouvrait devant moi, immense, rien qu'à moi, et cependant tout entier à découvrir. Les grenouilles avaient enflé leur voix jusqu'à en faire ce soir-là un cri de détresse, un cri triomphal aussi, comme s'ils annonçaient un départ. J'ai vu alors non pas ce que je deviendrais plus tard, mais qu'il me fallait me mettre en route pour le devenir. Il me semblait que j'étais à la fois dans le grenier et tout au loin, dans la solitude de l'avenir, et que de là-bas, si loin engagé, je me montrais à moi-même le chemin, je m'appelais et me disais, oui, viens, c'est par ici qu'il faut passer. Ainsi, j'ai eu l'idée d'écrire. Quoi et pourquoi, je n'en savais rien. J'écrirais. C'était comme un amour soudain qui d'un coup enchaîne un cœur. C'était vraiment un fait aussi simple, aussi naïf que l'amour. N'ayant rien encore à dire, je voulais avoir quelque chose à dire. Mais suis-je essayé sur le champ? À cet ordre baroque, ai-je tout de suite obéi? Un doux vent de printemps remuait mes cheveux, les 1000 voix des grenouilles emplissaient la nuit, et je voulais écrire comme on sent le besoin d'aimer, d'être aimé. C'était vague encore, bienfaisant, un peu triste aussi. Tout autour de moi étaient les livres de mon enfance que j'avais ici même lus et relus dans un rayon dansant de poussière tombé de la haute lucarne comme un trait de soleil. Et le bonheur que les livres m'avaient donné, je voulais le rendre. J'avais été l'enfant qui lit en cachette de tous, et à présent je voulais être moi-même ce livre chéri, cette vie des pages entre les mains d'un être anonyme, femme, enfant, compagnon, que je retiendrai à moi quelques heures. Y a-t-il possession qui vaille celle-ci? Y a-t-il un silence plus amical, une entente plus parfaite?
Or, cet autre moi-même, qui dans l'avenir m'invitait à l'atteindre, cet autre moi-même, ô douceur de l'ignorance, était vêtu comme je l'étais ce soir d'un blouson de serge bleu marine, à grand col matelot. Elle avait le même jeune visage, un peu pensif, appuyé au creux d'une main. Elle n'avait pas vieilli. Ma mère, un soir, vint me trouver dans cette pièce basse de plafond, d'où je ne descendais plus, fascinée par les mille bruits de la nuit que j'apprenais à distinguer les uns des autres. Fascinée à ne plus rien oser par l'ampleur, le mystère de la tâche que je m'étais donnée ou que j'avais acceptée. Le chant des étangs faiblissait à présent, détachés les unes des autres. Les petites voix se cherchaient, avaient l'air de se répondre ou de se séparer, peut-être. Maman me dit, « Pourquoi t'enfermes-tu toujours ici? C'est pas de ton âge. Va jouer au tennis ou rejoindre tes amis. Te voilà toute pâle. C'est pourtant maintenant les plus beaux temps de ta vie. Pourquoi n'en profites-tu pas mieux? » Alors j'ai gravement annoncé à maman ce qu'il en était, que je devais écrire. Et est-ce qu'il ne fallait pas pour cela venir au grenier, écouter longtemps, longtemps les voix qui se croisent, en tant de choses qu'il faut démêler? Maman eut l'air tracassée. C'était pourtant sa faute si j'aimais mieux la fiction que les jours quotidiens. Elle m'avait enseigné le pouvoir des images, la merveille d'une chose révélée par un mot juste, et tout l'amour que peut contenir une simple et belle phrase. Écrire, me dit-elle tristement, c'est dur. Ça doit être ce qu'il y a de plus exigeant au monde. Pour que ce soit vrai, tu comprends? N'est-ce pas se partager en deux, pour ainsi dire? Un qui tâche de vivre, l'autre qui regarde, qui juge. Elle me dit encore, d'abord, il faut le don. Si on ne l'a pas, c'est un crève-cœur. Mais si on l'a, c'est peut-être également terrible. Car on dit le don, mais peut-être faudrait-il dire le commandement. Et c'est un don bien étrange, continua maman. Pas tout à fait humain. Je pense que les autres ne le pardonnent jamais. Ce don, c'est un peu comme une malchance qui éloigne les autres, qui nous sépare de presque tous. Comment maman pouvait-elle dire si juste? À mesure qu'elle parlait, ce qu'elle disait, je le sentais vrai et comme déjà enduré. Maman avait les yeux au loin et elle était si attentive à me bien protéger, à me défendre, qu'ils se remplirent de chagrin. Écrire, me dit-elle. Est-ce que c'est pas en définitive être loin des autres, être tout seul, pauvre enfant? Les grenouilles reprirent, après un peu de pluie, leur chant d'ennui si prenant. Je pense qu'on doit s'ennuyer longtemps d'avance du long chemin à faire, du visage définitif que nous donnera la vie. La curiosité de nous connaître, peut-être est-ce là ce qui nous tire le mieux en avant. Les mots, parfois, arrivent aussi à être vrais, ai-je dit à maman. Et sans les mots, y aurait-il une seule vérité dont on puisse dire « c'est ainsi, c'est vrai ». Alors maman a eu un geste si désolé, si impuissant, et elle a dit en s'en allant, « L'avenir est une chose terrible, c'est toujours un peu une défaite. » Elle m'a laissé à la nuit au grenier solitaire, à l'immense tristesse du pays noir. Mais j'espérais encore que je pourrais tout avoir, et la vie chaude et vraie comme un abri, intolérable aussi parfois de vérité dure, et aussi le temps de capter son retentissement au fond de l'âme, le temps de marcher et le temps de m'arrêter pour comprendre, le temps de m'isoler un peu sur la route, et puis de rattraper les autres, de les rejoindre et de crier joyeusement « Me voici, et voici ce que j'ai trouvé en route pour vous. M'avez-vous attendu? Ne m'attendez-vous pas? Oh, attendez-moi donc. » C'est beau, hein? Ça, oui, oui, c'est vraiment... J'aime beaucoup le regard qu'elle pose sur sa mère. Moi, il n'y a Oui, rien qui m'énerve plus que cette espèce de façon on parle des gens, tu sais, les gens, déjà les gens, ça me meurt de moi. Les braves gens, les oui, gens simples. oui. Ben oui, toi, les gens simples. Moi, j'en ai eu, moi, des gens simples comme parents. Je peux te dire que je pose le même regard qu'elle, là. Simple, Oui, ah oui. oui, Il y a une profondeur oui, oui. dans son inquiétude, qui n'est pas une profondeur juste émotionnelle, qui est une Non, profondeur d'intelligence
intelligence, Oui, clairement, tu sais. oui. Ça me touche. Et c'est souvent comme ça. Et ça m'a fait passer un instant à un film. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ça s'appelait Gurdjieff, Rencontre avec des hommes remarquables. Oui, C'est ben l'espèce de oui, mystique, Gurdjieff, qui oui. part à travers le monde pour rencontrer tous les plus grands mystiques de toutes les religions. Il est au Moyen-Orient, tu sais. On sait que quand Dieu vient sur la terre, il va au Moyen-Orient, tu sais. Il aime visiblement les loukoums, là. Puis, mais ce qui m'avait le plus étonné dans le film, c'est qu'avant de partir, il parle à son père de tout ça. Son père, il dit, ouais. Il dit, moi, j'ai comme l'impression que quand on est, il y a quelque chose en nous qui est comme, ouais, l'âme, mais que c'est comme blanc, translucide, incolore, inodore, puis qu'en vivant, ça devient une affaire personnelle, Ouais. puis que peut-être ça reste après, mais pas nous autres. Écoute, j'ai rien entendu de plus intelligent de tout le reste du film. Chez aucun grand satané mystique de partout. Puis je veux dire, c'était dans sa cour. Eh Son père oui, lui dit. eh Après oui, ça, il part le monde pour entendre des gens moins intéressants à qui il oui, prête une oreille plus intéressée. Là. Bon, enfin. oui. Oui, Ça c'est me... vrai qu'il y a cette espèce, chez la mère de Gabrielle Roy, puis la façon qu'elle a de lui donner la parole, il y a cette espèce de, comment je dirais, de préscience, comme si elle savait des choses juste par l'observation, par la réflexion intime du roulant de la vie, en fait. Elle fait juste Ouais. observer le roulant de sa vie toute simple, mais qu'elle comprend qu'elle. Et ce qui est très, très. Moi, ce qui me bouleverse, c'est comment elle parle de. C'est comme si elle existait déjà quelque part, comme son avenir est quelque part à l'attendre. Comme Ouais. si elle existait déjà quelque part en tant que Gabrielle Roy écrivain, puis qu'il fallait juste qu'elle trouve le chemin pour aller la rejoindre. Je trouve que c'est une image extraordinaire. C'est le texte, puis moi, les grenouilles, ça m'a beaucoup rejoint parce que tout ça m'a lancé direct dans mon adolescence. Oui, Parce que, d'abord, moi aussi, à un moment donné, j'ai décidé que j'écrivais. Là, je me rappelle, tu sais, j'écris des poèmes parce que j'avais une oui, tête à écrire des poèmes. Tu sais, puis j'ai fait des rimes, puis j'étais bon là-dedans. Bon, ça m'a rien fait vraiment de sérieux. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'ai voulu écrire sur l'oubli. oui. C'est une bien drôle d'idée de vouloir écrire là-dessus. Parce que ça t'échappe de partout. Fait que là, j'ai été obligé de faire quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la rime, qui était pas. Puis je me rappelle, j'étais sorti de ma chambre après 3 heures de bataille, là, Ah, avec les mots, puis j'avais dit à mon père, je pensais pas que ça se pouvait. ah, Vivre autant d'affaires, tout seul avec les mots. Et lui, il se rendait pas compte de la gravité de la situation, là, les sciences pures venaient de prendre le bord, là, tu sais. oui, J'allais aller du côté de la poésie. Puis ces grenouilles, ben moi, je viens de Beauchâtel, puis l'avenue Royale se promène comme ça, puis il y a les coteaux, puis en haut des coteaux, il y a le bois, mais le bois comme infini, là, ça va jusqu'au oui, Nouveau-Québec, là, tu sais. C'est le bois infini, et au printemps de ça, s'élevait le chant des grenouilles, puis des oui, batraciens, des crapauds. C'est capotant parce que c'est des millions de voix. Puis c'est vrai ce qu'elle dit, des fois c'est un tourment, des fois c'est une joie, c'est des cris de oui, je suis là et je veux me reproduire. C'est la vie qui hurle, oui, c'est qu'elle ça. veut vivre. Oui, C'est vraiment, puis comme ce bois-là, c'est comme l'immense subconscient du Québec, là, où il y a certains Indiens qui savent encore comment se promener, certains peuples autochtones qui savent oui, encore vraiment comment s'y promener, mais c'est une espèce de subconscient qui dépasse notre petite lisière de culture puis de civilisation. Et ce oui, chant-là des grenouilles qui montaient de ça dans la nuit noire, là, du haut des coteaux, c'était extrêmement impressionnant. Puis je oui. comprends qu'elle soit accrochée là-dessus. Bon, ça m'a amené à l'adolescence, puis ça m'amène donc à un poème de Michel Garneau. J'ai découvert Michel vers la fin de mon adolescence. C'est là que je l'ai adopté comme grand frère en lisant Les Petits Chevals amoureux. Ça, c'était pas dans Les Petits Chevals amoureux, mais je pense que ça m'aurait fait du bien de le lire. Il nous dit, parlant de l'adolescence comme d'un printemps et du printemps comme d'une adolescence, une caracole de vent dans les cheveux, le printemps passe aux aveux. Oui, j'ai 15 ans et je souffre de beaucoup de beauté. Petits frères et petites sœurs, dans vos prisons de bonne humeur, où vous apprenez l'œil louche et la dent cachée, ces jeux de société, vous souffrirez de ce printemps si vous me ressemblez quand je vous ressemblais, et comme je m'aperçois encore, et je sais vos différences. Vous souffrirez de ce printemps, mais du moins le sentirez-vous passer, vos parents
s'emmasqueront jusqu'à la fièvre, la ravaleront noblement et seront insupportables. Vous serez doux comme douleur. Vous, le printemps, au cœur et à votre corps, tout neuf, se défendant son ivoire, comme dirait l'éléphant, en parlant de son corps à lui. Et c'est ainsi le corps adolescent au printemps, lourd comme l'éléphant, à sang violent, et léger comme un seul oiseau. Une caracole dans les yeux, le printemps passe aux aveux. Une caracole d'été dernier, lors de l'amour, premier ou 12e. Mais quand c'est le cœur qui joue l'éléphant dans la poitrine et barré longuement, et se conduit mal, et nous descend sa trompe dans l'estomac, et sacré éléphant, sacré cœur. Oui, l'âge où une petite bête entre dans la tête, alors qu'on joue dans l'herbe. Et c'est cet animal-là qui devient l'éléphant. Et ils disent, ah, c'est l'âge bête. Hey, l'âge bête, tu parles. J'ai un éléphant dans le corps, moi, l'âge bête. Là, je découvre la bêtise, oui. Et je me sens pas bien dans ma personne. Je suis trop long quand vous me regardez. J'ai 3 boutons sur le front quand vous me regardez, l'âge bête. Je voudrais vous y voir. Vous y avez été. L'avez-vous oublié? Hier, mon cœur s'est arrêté en la paume de la main d'Hélène. Et mon cœur s'est noyé, plouf, dans la rosée de sa main. Petite sœur et petit frère, vous êtes plein de souvenirs. Vous dites, quand j'étais jeune, la crème à glace était meilleure. Votre printemps est ainsi maintenant, à la saveur incomparable. Prenez-le entre vos dents, soyez bête comme le vent. Traversez-le, votre printemps, renversez les clôtures, n'en épargnez pas un sentier. À 20 ans, le printemps tombe dans les filets des filtres du temps. Mais à 15 ans, vous êtes source semblable. Regardez-vous dedans cela seul. Prenez-en la mesure invraisemblable. Elle est quand même à votre taille. Taillez dedans, comme dedans l'arbre érable. Vous serez seul, sûrement, en ce printemps. Même quand vos mains ne le seront pas et que vos pas seront accordés et que le vieux sable de l'hiver sonnera joyeusement le triomphe de vos promenades. Vous serez seul en ce printemps. Considérez que je vous parle en vous entendant. Et d'autres aussi sont tentés de vous joindre, qui ont, comme moi, l'écureuil dedans. Ouais, nous, c'est plus l'éléphant. C'est trop gros. Nous, c'est écureuil maintenant. Je vous parle pour vous enjoindre de vivre ce printemps comme si c'était le premier et le dernier, de la liberté de n'être que soi. En recherche sûrement, mais c'est qu'après vient le temps de s'accepter humain parmi les autres. Et le printemps prend son trou, et c'est dans le cœur ce trou, ce vide du printemps, dans le temps qui fait le monde où l'on vit, et que l'on peut changer lentement, avec le meilleur des rêves qu'on a eus à 15 ans. Alors si la justice vous donne soif, déjà, si les rythmes de votre sang forment déjà des phrases, toute mon amitié vous est donnée, mais si vous avez envie encore, besoin du répit d'un printemps, et même d'un été, à vivre le monde par en dedans, à chercher si le sens de l'herbe est toujours le même que celui du vent, prenez ce répit. Prenez-le ouvertement. Ne vous laissez pas marcher sur les rêves. Mettez les gens dehors et les oiseaux à leur place si les oiseaux vous aident à vivre, et ils le font. Avec le printemps, passez aux aveux, dites « j'ai 15 ans et je souffre de beaucoup de beauté, ne me dérangez pas ». Dites-le. Faites-le. Ne vous pressez pas. De toute façon, on vous attend. On dirait qu'il répond à la fin du texte de Gabriel Leroy avec son « On vous attend ». T'as raison. Eh oui, c'est vrai.
Ah, c'est très Que beau. j'aime ce gars, que j'aime ce Oui, gars, que j'aime ce gars. oui, oui, oui. Écrire, comme écrire pour faire du bien. J'ai discuté avec Michel une couple de fois, puis je m'attends, à un moment donné, il avait écrit un texte invraisemblable qui s'appelle Le Sacrilège. Un texte d'enfance très, très impressionniste, par petites touches, toujours Oui. juste, tu sais. Puis là-dedans, il arrive un certain nombre de choses. La première fois qu'une fille met les lèvres sur les siennes, et la première fois, surtout, qu'il boit de l'alcool. Ouais. Et c'est là que le sacrilège va se produire. Parce que ben sous il va finir, il est tout jeune, là, il a 12 ans, puis il boit de l'alcool. Et il décrit ce que ça lui fait. Et Michel Garneau a un potentiel alcoolique assez sérieux, il le sait. Et mais on entend toujours les alcooliques dire ah c'est donc ben terrible l'alcool, puis c'est donc ben mauvais, puis ça a détruit ma vie. Or là, on entend pour une rare fois l'amour. C'est terrible ce qu'il dit. Quand il boit, là, ce que ça lui fait, là, c'est gigantesque et c'est terrible. Il raconte tout ce qui se passe, puis il raconte qu'il va dans l'église, puis ce qu'il fait dans l'église, puis ce qu'il fait en sortant de l'église. Et c'est. Puis j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, sais-tu fantasmatique, c'est-tu métaphorique, c'est-tu. Il dit non, c'est un reportage en direct. Puis il dit, ça a été bien long avant que je l'écrive parce que il m'a expliqué ça, il veut jamais rien ajouter Hein. quand il l'écrit. Il veut jamais. Tu sais, du monde qui font poète, là, qui, tu sais, poète, là. Lui, c'est le contraire. Il veut pas aller là, mais tellement pas. Il veut à la limite pas écrire de poème. C'est pour ça qu'il en écrit de si bons, tu sais. Oui. Enfin, ça pour dire que, m'a plugué pour te redonner la parole, que Michel Garneau, pour ceux qui ne l'auraient pas su, malgré que je le répète souvent, a publié l'an dernier à Loi de Cravant, une très bonne maison québécoise, Choix de poèmes pas trop long. Ah! C'est 60 ans de poésie. Ah, wow! Anthologie Ah, faite je par savais pas l'auteur, lui. ça. Ah, c'est une merveille, Marité, là. C'est. J'avais les moyens, j'en achèterais 6 millions, là, puis je les passerais par les portes, là, tu sais. Choix de poème pas trop long. Puis tu OK. sais, on sait que les recueils de poésie, souvent, c'est 35 pages et quart, mais là, c'est généreux, il y en a beaucoup, puis tu ouvres ça au hasard, puis t'es toujours heureux. Mais moi, j'avais lu ceux qui avaient écrit quand il avait fait la traduction de Leonard Cohen. Puis il avait dit pour chaque poème traduit, Ouais. j'en écrirai un. Et j'avais adoré ces poèmes-là. Je trouvais que c'était. Puis comment la connexion avec Cohen était tellement. On le sentait là, qu'il y avait une espèce. Un vrai lien, là, une vraie compréhension mutuelle. Là. C'était vraiment beau. C'était des voisins, hein? Il y avait le petit parc portugais, Oui! Michel il restait là, Cohen restait là, puis là, il disait à ses étudiants de l'École nationale, il était en train d'écrire des poèmes avec eux autres, on n'a plus rien à boire, on va aller voir chez Léonard, il y a peut-être quelque chose à cogner chez Léonard, peut-être une bouteille. Enfin, il y a cette espèce de connexion-là, très concrète, très Oui! charnelle entre les deux aussi. C'est formidable. Formidable. Puis il a écrit, alors pour introduire mon truc, il a écrit une magnifique pièce qui s'appelait Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone, qui est autour d'Emily Dickinson. Et que, je me permets de parenthèse, que les gens de Trois-Rivières et les gens de la série Le Poète en robe de chambre ont entendu parce que ça a été un des mois de la Vous l'avez série fait! avec Oh! Maud et Sylvie Ferlat. On l'a fait dans tout le réseau du Poète en robe de chambre. Ah, c'est formidable. Donc, et il y a eu ici une auteure, une autrice, je m'en sortirai jamais. En tout cas, une grande écrivaine qui s'appelle Dominique Fortier, qui a écrit un livre qui s'appelle Les villes de papier, qui a remporté le prix Renaudot, il faut bien le dire, ce qui n'est pas rien, de l'essai d'ailleurs, et qui nous offre une Emily Dickinson, moi je dirais, comme si elle avait enquêté sur une enquête sur l'intimité, j'appellerais ça comme ça, et comment et à travers sa découverte d'Emily Dickinson, elle parle de sa propre expérience, puis comment elle va vers Emily Dickinson et que ce chemin-là qu'elle emprunte nous permet d'avoir accès aussi à. En tout cas, moi, ça m'a fait cette impression. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir accès à la femme Emily Dickinson, à la grande auteure. Donc, je vous en lis un passage. En écrivant, elle s'efface. Elle disparaît derrière le brin d'herbe qui, sans elle, on ne l'aurait jamais vue. Elle n'écrit pas pour s'exprimer. Quelle horreur! Ce mot lui rappelle celui d'expectorer. Dans les deux cas, le résultat ne peut être qu'un flegme gluant,
plein de glaire. Elle n'écrit pas pour se distinguer, elle écrit pour témoigner. Ici a vécu une fleur 3 jours de juillet de l'an 1800, tuée par une ondée du matin. Chaque poème est un minuscule tombeau élevé à la mémoire de l'invisible. Elle est de chair, de sang et d'encre. C'est l'encre qui coule dans ses veines. Les mots qu'elle trace sont rouges framboises, puisés à même ces fines lignes bleues qui palpitent sous la peau. Elle se rappelle ce poète venu en visite qui expliquait vouloir transcrire sur la page les émotions qui l'habitaient. Être exécrable, persuadé que son paysage intérieur était à ce point intéressant qu'il conviait les autres à s'y balader pour contempler les plates-bandes et les massifs. Il était non seulement incapable de poésie véritable, mais, heureux innocent, incapable de voir qu'il en était incapable. Semblable à un sourd de naissance qui, ayant vu quelqu'un taper sur le clavier d'un piano, se serait avisé de composer une sonate en appuyant au petit bonheur sur les touches noires et blanches, selon une succession plaisante à son œil. Jamais il ne saurait ce qu'il ne savait pas. Or, cet homme avait des idées. Cela se voyait tout de suite, et celles-ci lui importaient plus que tout. Il les nourrissait, les organisait, les cultivait, en humait le parfum et pressait les autres de faire de même. Émilie, elle, écrit sur le monde qu'elle habite, tout en sachant qu'il serait plus beau si personne ne l'habitait. Auteur, du latin augere, augmenter. L'auteur est celui qui ajoute. Au jardin des fleurs qui poussent dehors fait écho de l'autre côté de la fenêtre le jardin de papier que cultive Émilie l'hiver durant. Assise à sa table devant la fenêtre, elle transcrit le jardin évanoui qu'elle seule continue de voir sous la neige. Un texte à demi effacé qu'elle déchiffre, les yeux plissés, avant qu'il ne disparaisse tout à fait. Le jour baisse vite. Dès 3 heures, les ombres se couchent par terre pour dormir. Le parc tout entier est une forêt allongée, aplatie entre les pages d'un herbier géant. Elle continue de tremper sa plume dans l'encrier, même si elle ne distingue plus guère que des silhouettes dedans comme dehors. De la cuisine monte l'odeur de la soupe et le tintement découvert. Même au milieu de toute cette blancheur, il faut manger. Parmi les lys et les ignas inventés, font irruption un contingent de navets hirsutes, un bataillon de patates jaunes, mené par un chou qui n'a plus toute sa tête. Il n'en faut pas davantage pour que le jardin de papier se mette à pousser à tort et à travers, se remplisse d'herbes folles, échevelées, dont Émilie fait des couronnes plutôt que de les raturer. Écrire, scribérer, creuser le sol, fouiller, rayer. Elle lève la tête pour apercevoir les arbres dehors et ne les voit plus. Dans l'obscurité, la fenêtre s'est changée en miroir. Auteur, octor, signifie Dieu. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Qui a besoin de Dieu quand il y a les abeilles? Comment les autres font-ils pour vaquer à leurs affaires, petites ou grandes, occuper des emplois, coudre des robes, avoir des enfants, assister à des pique-niques? Comment font-ils pour s'arracher à ce ravissement qui s'empare d'elles quand elles regardent par la fenêtre? Leurs yeux ne voient-ils pas la même chose que les siens? Ou bien c'est que leurs fenêtres ne sont pas aussi nettes? Voilà. C'est vraiment formidable ce qu'elle a fait, Dominique. Oui. C'est vraiment formidable. Ah oui. Il a fallu qu'elle prenne les manières d'Émilie, la pudeur, la réserve, le secret, l'économie pour s'approcher d'elle comme ça. Des fois, j'ai l'impression qu'elle a mis un stéthoscope sur la maison. Oui. Qu'elle a écouté la maison d'Émilie dans laquelle elle vivait presque recluse. L'infini détail et le souci de l'invisible, comme elle le dit si bien, c'est tellement... On comprend tout ce qui animait, on a l'impression en tout cas de comprendre tout ce qui animait Emily Dickinson. C'est un personnage assez extraordinaire parce que c'est une très bonne idée de Dominique de la mettre à contrario avec le poète, comment dirais-je, de métier, de carrière. Là. Oui. C'est drôle, puis c'est un personnage qui, je trouve, frappe fort maintenant parce qu'on est au temps des écrans, des réseaux sociaux, de la télé-réalité, de la représentation est plus importante que la vie.
Oui, La représentation de la vie plus importante que la vie. Et là, c'est un personnage de fable, Émilie. C'est comme l'auteur idéal oui, qui écrit pour témoigner, qui écrit parce qu'elle a quelque chose à faire avec les mots, elle le porte, alors elle le fait, elle écrit sur un bout de sac de farine, elle l'écrit contre... là, je te vois plus, je sais pas comment ça. ah, Qu'est-il arrivé? OK, je vais te revoir, là, ça se peut pas, là. OK, OK, c'est beau, c'est revenu, j'ai accroché quelque chose. ok, Jean me disait que Émilie, c'est un personnage de fable parce que c'est l'écrivain qui écrit pour les raisons les plus intimes, les plus personnelles et même pas. Et en même temps, elle le fait, comme je disais, sur un bout de papier, derrière une enveloppe, sur le papier brun qui enveloppait quelque chose, mais à un moment donné, elle transcrit. Elle prend la ouais, peine de tout ouais, transcrire au propre, de sa ouais, plus belle main. Fait que, quelque part, il y a une petite ouverture à ce que ça serve, même si ces oui, fascicules-là, elle ne va pas les envoyer non, aux éditeurs. Ça va rester dans ces tiroirs. Et ça aurait pu disparaître. oui, Ça aurait oui, absolument pu disparaître. oui. Et d'ailleurs, c'est pas apparu d'un seul coup. Parce que quand on a trouvé ces textes, tu sais que les premières éditions d'Emily Dickinson, c'est des éditions corrigées. Ah, my God. Parce qu'on lui trouvait un certain potentiel, mais là, franchement, il y avait des affaires qui, tu sais, là, ils ont comme corrigé. Et puis, à un moment donné, des gens curieux sont allés à l'origine et ont fait, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moderne avant moderne. Et là, ça a été publié comme c'était avec son étonnante ponctuation, ses longs Oui, traits, tout ça. oui, Et c'était une des plus grandes. Fait qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose de l'ordre de la fable dans son existence même. Ça dit un peu ce que dit Les Lettres à un jeune poète de Rilke, qui est un livre qui, pour moi, est un livre fabuleux aussi dans le sens où c'est le livre le plus célèbre de Rilke oui. et c'est pas un livre de Rilke. Non, Rilke n'a jamais écrit Les Lettres à un jeune poète. Rilke a reçu une lettre de quelqu'un qu'il connaissait pas et oui, lui a il a répondu avec répondu. infiniment de soin, Oui, de sensibilité, d'intelligence, avec le meilleur de lui. On écrit ou on n'écrit pas. Or, il écrivait pour oui, cette personne-là et il oui, le fait si bien que cette personne-là a dit, je peux pas garder ça pour moi. Et oui, est apparu donc tout à coup un livre que Rilke n'avait pas écrit et qui va devenir son plus célèbre. C'est oui, quand même, il y a quelque chose d'un peu d'Émilie aussi là-dedans. oui, tout Et à fait. ça me plaît assez, ces histoires-là. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça fait penser aussi à Marguerite Yourcenar qui était dans elle, c'était l'histoire, Ouais. sa patente, l'histoire, mais qui vraiment a scruté, vraiment un peu comme pour Émilie, elle a quasiment des, avec un petit pinceau, là, comme Mhm. des anthropologues, de vraiment chaque partie de l'histoire pour en faire ressortir l'humanité. Donc, c'est très intéressant ce souci de l'invisible, je trouve, chez ces femmes écrivaines-là. Et Très beau. et du petit et Oui. de l'infime. Donc, le poème que je vais te dire, puis je peux le dire parce que Dominique me l'a dit, c'est par ce poème-là que je disais que Dominique Fortier, elle a découvert Emily Dickinson. Fait que quand elle a écrit Ah! son truc, elle m'a envoyé, elle dit, c'est par toi que j'ai Écoute, découvert c'est pas qu'une Emily. petite affaire. Ben, tu sais, ça aurait pas été par moi, ça aurait été par un autre. C'est pas grave, mais je vais quand même le dire, ce texte, parce qu'il rejoint tout ce qu'on vient de raconter là. Euh, Elle dit, parle de l'herbe, justement. L'herbe a si peu de choses à faire. Espace vert, si simple, avec des papillons, à peine, qu'elle couve, et des abeilles qu'elle divertit. Et elle bouge, au son des beaux accords que les brises ramènent, et berce le soleil sur ses genoux, et salue toute chose. Et au long de la nuit coule les rosées comme des perles, et se fait fine tellement qu'une duchesse paraîtrait vulgaire après de pareils soins. Et même quand elle meurt, elle passe en des odeurs divines, humbles épices qui s'endorment ou amulettes de sapin. Et alors elle habite des granges superbes et passe tout son temps à rêver tout le jour. L'herbe a si peu de choses à faire que j'aimerais être du foin.
Et que je le sens authentique, ce désir-là, là. Et que c'est pas un désir de poète qui veut surprendre par un punch à la fin. Oui, Ouais, euh, c'est enfin. beau, c'est très beau. Euh, alors, mon autre choix de texte, c'est un texte de Évelyne de la Chenelière. Ah, ben là, on est en bonne compagnie aujourd'hui. Oui, on est en bonne compagnie. Et là aussi, je me rends compte que c'est quelqu'un qui questionne l'invisible. Hein? C'est un texte qui a été inspiré par ce qui nous est tombé dessus depuis au mois de mars dernier, c'est-à-dire la pandémie. Et ça s'appelle L'espace entre nous. Le COVID, quoi. Oui, c'est Ouais. ça. J'ai toujours marché dans la ville un peu comme en forêt, vaguement méfiante, consciente de l'hostilité primitive du monde, de ce qui peut surgir de l'obscurité, de ce qui peut m'attaquer, me dépouiller, me dévorer. La ville et la forêt ont en commun leur manque d'étendue et d'horizon. Ça manque de large ici, mais je me dis souvent quand je marche dans la ville. J'emprunte les trottoirs, je m'arrête au feu rouge, je participe à l'ordre obscène de la ville. Obscène parce qu'il dépend de notre indifférence. Il en dépend et il la nourrit en retour. Je fonctionne donc, indifférente. Je suis à l'affût et pourtant malvoyante, ne percevant autour de moi qu'un tumulte de chair et d'habits, une sorte d'agitation sans âme, des corps tremblants et entêtés, des corps mus par un espoir louche, corps indécents dans ce qu'ils trahissent de fatigue ou de contentement, d'appétit ou de désespérance. Et je contourne ces corps si nombreux, trop nombreux, comme on contourne des obstacles, espérant traverser le plus rapidement possible cette forêt de silhouettes indifférenciées, silhouettes qui semblent appartenir au décor en général et à personne en particulier. Je marche, je ne vois rien, je ne sens rien, inconsciente de mon engagement charnel dans ce monde, inconsciente d'avoir une masse et un volume, me croyant invisible et sans impact dans un monde qui n'a pas besoin de moi, mon regard prélevant machinalement ce qui s'impose à ma vue et dont je ne fais pas partie, les éléments d'un paysage illisible, compliqué, opaque. Et puis c'est arrivé. Il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, quelque chose a changé d'un seul coup. Ce qui était compact est devenu distendu, un peu comme si la forêt dense et menaçante que j'avais l'habitude d'arpenter s'était transformée en un boisé clairsemé du jour au lendemain. L'espace entre nous s'est agrandi. Dans la ville dont je marche, dans la ville donc je marche, et je ne regarde plus les corps, mais l'espace entre eux, comme si l'essentiel se trouvait là, entre les gens, dans le discontinu, dans cet espace entre nous qui est devenu plus grand, mais aussi plus épais. Peut-être qu'investi par quelque chose comme notre soif de l'autre, notre désir de l'autre, un espace chargé de ce qui nous tend vers l'autre, l'espace du besoin fou de l'autre. Je ne sais pas, j'aime le croire et je me demande de quoi est fait cet intervalle, transparent et diaphane entre nous. Ce n'est pas rien, ce n'est pas le néant. Le néant n'existe pas, nous le savons. Quand l'épaisseur de l'air, parfois, donne à voir la trajectoire des rayons du soleil ou fait danser les ondes de chaleur sous nos yeux. Ça veut donc dire que ce qui nous semble vide est plein, que l'invisible peut se révéler à nous et l'insoupçonné surgir sous nos yeux. Si nous pouvions voir tout ce qu'il y a dans cet espace entre nous, si l'espace donnait surgissement, nous verrions peut-être que nous sommes ligaturés, cousus d'interstices, cousus comme les mots d'une seule phrase qui n'en finit pas, ou comme les membres d'un corps gigantesque, tentaculaire, membres reliés par des tendons, des ligaments, de longs rubans de tissu blanc et fibreux. Ce n'est pas rien. Nous verrions peut-être que dans cet espace entre nous, il y a quelque chose, il y a plein de choses comme l'intention, l'impulsion, l'hésitation, le tremblement du geste, du pas, de la parole. Il y a entre nous tout ce qui peut advenir, comme notre sort, par exemple. Nous verrions que l'espace entre nous, ce n'est pas rien. C'est le lieu de la perception, le lieu d'où l'on voit, le recul pour nous voir enfin, nous voir au-delà du nombre. Parce que le problème avec nous, c'est que nous sommes nombreux et qu'un nombre n'est pas aimable. On ne peut pas aimer un nombre. On ne peut pas prendre le soin d'un nombre.
d'un nombre de vieux, d'un nombre de malades, d'un nombre de blessés, d'un nombre de détenus aux frontières, d'un nombre de migrants noyés, d'un nombre de femmes violées, d'un nombre de sans-abri humiliés, d'un nombre de vies que l'on juge disqualifiées. Plus le nombre est grand, plus il n'est rien. Pour être aimé, il faut être personnel. Il faudrait que chacun retrouve son contour, sa plénitude, son ampleur. Chacun se détacherait alors du fond, ferait saillie, et nous pourrions alors nous dire, c'était donc toi. Je ne t'avais pas reconnu, je t'avais pris pour personne alors que tu es quelqu'un. Quelle méprise! Et maintenant, grâce à l'espace entre nous, l'espace qui t'a rendu ta forme pleine, je te vois, je te distingue. Et plus je te distingue, plus je me confonds avec ton expérience. Je saisis ton expérience alors qu'elle te traverse et je me fonds avec elle. Et cette fusion devient politique. Oui, dorénavant, la considération sera politique. L'égard sera politique. La délicatesse sera politique. Ce ne sera pas rien. Nous pourrions nous dire des choses comme ça, dans l'espace entre nous, parce que nous nous verrions enfin personnellement. Et nous verrions éblouis les méandres spectaculaires pour arriver jusqu'à l'autre. Nous verrions notre exploit d'arriver à l'autre sans fin. L'exploit d'arriver tout en n'arrivant pas, de parvenir sans cesse et de ne jamais parvenir. Nous verrions qu'entre nous palpite le potentiel infini, l'inachevé, ce qui est suspendu dans le spasme, le possible, la possible étreinte. Et un jour, un beau jour, quand nous nous éteindrons, nous étreindrons aussi tout l'espace entre nous. Ce n'est pas rien. J'ai fait un lapsus éteindre et étreindre. Voilà. C'est même difficile d'y résister quand on écrit là-dessus. C'est deux mots qui sont comme trop cousins, là. Tout en étant contradictoires, ouais. J'adore, je l'aime beaucoup, Evelyne aussi, mon Dieu. Oui. Puis elle va toujours mettre le doigt là, à la place où ça se passe, effectivement, là, oui, s'il y a quelque chose. Là. Je me demande si dans l'espace entre nous, il n'y a pas le million de rainettes de l'enfance de Gabriel Roy qui résonne, là. Quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et il y a ce nous-là, tu sais, c'est devenu un mot très compliqué, ça, là, nous. Oui. Moi, c'est devenu presque un cheval de bataille. Je vais peut-être risquer un essai littéraire là-dessus parce que c'est tellement... Tu sais, nous, c'est compliqué. Deux personnes, c'est nous. Oui. Mais là, en grosse gang, puis là, ça fait longtemps qu'on est dans des choses, moi, qui me décourage depuis longtemps, genre la génération X, les milléniaux, la génération Y, les plus vieux, les moins vieux, les plus... Eh mon Dieu, mais là, comment qu'on va arriver à... Tu sais, l'année passée, on a senti un nous, à un moment donné, on a eu peur en gang, on s'est dit, mon Dieu, tous nos vieux vont mourir, je veux dire, tous les plus faibles vont mourir, on s'est comme ramassé. Moi, j'avais senti ça pendant les plus belles années de la quête d'indépendance, où on était dans des grands rassemblements, t'étais à côté d'un homme d'affaires que t'haïssais, puis tu le regardais de travers, puis tu regardais de travers, tu disais, attends-toi, après l'indépendance, on va se parler. Mais en attendant, on était nous. Oui. Et c'est un mot avec lequel on a beaucoup de difficultés. Fait que tu peux pas... C'est intéressant de réfléchir à l'espace entre nous, mais ça oblige aussi à réfléchir à l'autre bout de la phrase, qui est ce nous-là. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle abolit justement tout ces segmentations frénétiques qu'on a, hein, ces étiquettes qu'on colle à tout le monde. Et comme disait un grand-père français, les étiquettes sont faites pour être arrachées. Il faudrait procéder à pas mal d'arrachage. Ça nous aiderait à atteindre ce nous-là. C'est un texte qui m'a amené le goût de vous lire. J'ai écrit une couple de patentes pendant la pandémie qui n'en parlait pas toujours. Je vais te lire un petit texte, peut-être deux. Parce que on a beaucoup parlé des mères. Puis l'année passée, je vais commencer par celui-là. Lecture à vue, là, je sais pas, mais j'avais écrit ça l'année passée autour de la fête des mères. Puis j'avais écrit ça. Pandémique que j'étais, enfermé que j'étais. J'envoyais passer des mères sur les réseaux sociaux. Puis j'ai écrit mère aux cheveux rouges, mère tatouée, mère invisible, mère que la poussière fait soupirer,
Mère trop bien mise et mère mal fagotée, mère qui nous font honte, ados exaspérés. Oui, mère exaspérante, exaspérante d'inquiétude, exaspérante de fierté, exaspérante de tendresse, exaspérante de présence ou d'apparente perfection, de provocante imperfection, mère pas d'allure, mère honteuse, mère en furie, mère démontée par la peur qu'on est mal, par la peur de mal faire, la peur de pas savoir comment faire pour être mère, mais qui savait, toujours là, toujours là, toujours là, mère incapable de nous abandonner, mère qui savait pourquoi le plancher craque au moment de dormir, et ces chaussettes-là qui nous piquent trop les pieds, et l'heure des rendez-vous chez le dentiste, le docteur, le cours de karaté, mère ceinture noire d'omniprésence, mère tellement trop intense, mère qui avait inventé les anniversaires, la jello trois couleurs, peigne et des barbouillettes et le béquet bobo, mère chez qui on entre sans frapper, mère toujours là, toujours là, avec vos yeux qui nous voient trop, avec nos noms tatoués sur vos cœurs, avec vos cheveux rouges, votre blond chignon, la lumière toujours allumée, le radar love sur les hautes, en tablier, en bas de nylon, après le bain des pecs sur la bedaine, et même la suce dans le sirop Crown Brand, mère invraisemblable qu'il faudrait inventer, mère au pluriel, maman au singulier. Le, le C'est coup, bon! le coup est, J'adore ça! le coup est parti. Euh, Puis le texte que j'ai lu l'autre fois puis que je vais lire aujourd'hui, il y a un lien aussi plus direct avec la pandémie puis avec l'espace entre nous. C'est au sujet des visages Mm. dont je m'ennuie. Et donc, ça donne ceci. Visage. Visage entrevu, disparu, pétale de magnolia dans la mémoire d'un inconnu. Visage rosé du printemps, même vous, face de homard, qui calait une grosse bière sur une terrasse imaginée. Visage qui m'en rappelait d'autres. Visage que je pourrais connaître. Visage que je reconnaissais sans les connaître. Visage du café du coin. Visage fraternel du parfait inconnu. Visage éblouissant de n'être vu qu'une fois. Visage des séductions, aussi brèves qu'innocentes, mais qui font miroiter le plus banal des quotidiens. Visage tout occupé de vivre, profil fuyant sur fond d'horaire chargé, visage froncé du lundi, visage tiré à quatre épingles, maquillé d'une moue ou blindé d'un sourire, visage à consoler, visage naïf d'ambition, visage qu'Instagram n'a pas filtré, visage qui ne savent pas où se mettre, visage en chicane avec leurs cheveux, visage dessiné par Michel-Ange sur vos boutons de Moyen-Âge adolescent, visage aux rides bavardes, visage de la visite rare, visage de l'amitié, visage de mes sœurs où les sourcils de notre mère se haussent sur les yeux de mon père, visage des enfants où ceux de la parenté passent en courant, et puis vos deux visages aussi, chacun gravé dans une de mes prunelles. Visage, visage, hors de ce temps muet masqué. Vous me manquez. C'est vrai, hein? C'est vrai que ça va être vraiment des retrouvailles. Ça va être quasiment des retrouvailles quand tout ça sera derrière nous, qu'on pourra s'étreindre et qu'on pourra se démasquer. On va Moi, avoir l'impression de retrouvailles incroyables. ça a été bizarre l'été passé. Moi, pendant que ça se vivait, je me disais, quand ça va être fini, il va y avoir une montée d'éros dans cette société-là. Puis, ça s'est pas produit. Hum. J'ai pas senti ça, là, autour de moi. Puis la prochaine fois, j'ai hâte de voir. On peut tellement pas savoir comment ça va se terminer. Peut-être tellement par étapes que il y aura pas cette espèce de D'élan, ouais, ouais, je le sais pas. Puis comme je sais pas toutes les conséquences que ça va avoir eu et que ça aura aussi par la suite sur nous, ouais, c'est tellement vaste et grand ce qui nous ouais, arrive là. ouais.
Et comme un peu, à un moment donné, les Français parlaient de la drôle de guerre, tu sais. Oui. C'est comme une drôle de catastrophe. Je te Oui. racontais l'autre fois, on était au parc Rosemont avec ma blonde, on jouait à pétanque. Il y avait du monde, il n'y avait pas de tas de personnes qui se conduisaient de façon irresponsable. Il y avait juste du monde heureux qui prenait le soleil, un qui jouait de la guitare, deux amis qui jasaient, du monde qui jouait au ping-pong, nous autres à la pétanque. Et on vivait une pandémie. Oui. Mais on jouait à pétanque, puis on était Oui. bien. La nature est d'une espèce d'insolence. La beauté de la nature pendant tous ces moments-là est d'une insolence. Oui. Elle s'en contrefout un peu, là. Oui. On se Oui. rend compte à quel point on est un détail dans l'affaire, là, Ah nous. oui, oui, ça fait du bien. Faut peut-être tirer des leçons de tout ça. Ouais, je pense que c'est une des leçons importantes à tirer de tout ça, oui. Ouais. Hein. De peut-être prendre moins de place un peu. Est-ce qu'on est-tu correct dans le temps? Ah, bah oui, qu'on est correct dans le temps. Tu veux nous lire un texte de Simone de Beauvoir, je pense, là. Oui. Je veux bien gros l'entendre, moi, là. Alors, Simone qui a écrit, je savais pas ça parce que j'avais lu comme ben, les filles de ma génération, les grands écrits de Simone de Beauvoir, Mandarin, euh, et, et là, je découvre qu'elle a écrit un livre qui s'appelle simplement La vieillesse. Ok, elle a écrit ça en 1970. Alors, je commence à lire ça. Je me disais, ah, c'est intéressant parce que c'est pendant la pandémie, en plus, je commence à lire ça. Et je me rends compte que c'était écrit il y a 50 ans et que c'est pile poil ce dans quoi on est présentement. Je suis assez étonnée, je trouve ça vraiment assez stupéfiant. Et je pense que c'est fait aussi parce qu'elle a accompagné sa mère jusqu'à la fin de sa vie et que ça a peut-être été le déclencheur de cet écrit-là, de cette recherche-là, puis aussi parce du fait qu'elle vieillissait elle-même. Alors, j'y vais. L'Amérique a rayé de son vocabulaire le mot mort. De même, elle évite toute référence au grand âge. C'est aussi un sujet interdit. Pour la société, la vieillesse apparaît comme une sorte de secret honteux dont il est indécent de parler. Quand je dis que je travaille sur un essai sur la vieillesse, le plus souvent, on s'exclame « Quelle idée, mais vous n'êtes pas vieille, quel sujet triste !» La société de consommation abritée derrière les mythes de l'expansion et de l'abondance traite les vieillards en parias. Ils sont condamnés à la misère, à la solitude, aux infirmités, au désespoir. L'attitude de la société à l'égard de la vieillesse est d'ailleurs profondément duplice. En général, elle ne regarde pas la vieillesse comme une classe d'âge tranchée. La crise de la puberté permet de tracer entre l'adolescent et l'adulte une ligne de démarcation qui n'est arbitraire que dans d'étroites limites. À 18 ans, à 21 ans, les jeunes gens sont admis dans la société des hommes. Presque toujours, des rites de passage entourent cette promotion. Le moment où commence la vieillesse est mal défini. On ne rencontre nulle part de rite de passage établissant un nouveau statut. En politique, l'individu garde toute sa vie les mêmes droits et les mêmes devoirs. La loi ne fait aucune distinction entre un centenaire et un quadragénaire. Les juristes considèrent qu'en dehors de cas pathologiques, la responsabilité pénale des hommes âgés est aussi entière que celle des jeunes. Pratiquement, on ne les tient pas pour une catégorie à part et d'ailleurs, ils ne le voudraient pas. On les assimile aux adultes plus jeunes. Cependant, quand on décide de leur statut économique, on semble considérer qu'ils appartiennent à une espèce étrangère. Ils n'ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes sentiments que les autres hommes, s'il suffit de leur accorder une misérable aumône pour se sentir quitte envers eux. Cette illusion commode, les économistes, les législateurs l'accréditent quand ils déplorent le poids que les non-actifs représentent pour les actifs, comme si ceux-ci n'étaient pas des futurs non-actifs et n'assuraient pas leur propre avenir en instituant la prise en charge des gens âgés. Les vieillards qui ne constituent aucune force économique n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits. L'intérêt des exploiteurs, c'est de briser la solidarité entre les travailleurs et les improductifs, de manière que ceux-ci ne soient défendus par personne. Les mythes et les clichés mis en circulation par la pensée bourgeoise s'attachent à démontrer dans le vieillard un autre. C'est avec des adolescents qui durent un grand nombre d'années
que la vie fait des vieillards, disait Proust. Ils gardent les qualités et les défauts de l'homme qu'ils continuent d'être. Cela, l'opinion veut les ignorer. Si les vieillards manifestent les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les mêmes revendications que les jeunes, ils scandalisent. Chez eux, l'amour, la jalousie semblent odieux ou ridicules, la sexualité répugnante et la violence dérisoire. Ils doivent donner l'exemple de toutes les vertus. Avant tout, on réclame d'eux la sérénité. On affirme qu'ils la possèdent, ce qui autorise à se désintéresser de leur malheur. L'image sublimée que leur compose d'eux-mêmes, c'est celle du sage auréolé de cheveux blancs, riche d'expérience et vénérable, qui domine de très haut la condition humaine. S'il s'en écarte, alors il tombe en dessous. L'image qui s'oppose à la première, c'est celle du vieux fou qui radote et extravague et dont les enfants se moquent. De toute façon, par leur vertu ou par leurs abjections, ils se situent hors de l'humanité. Nous poussions si loin cet ostracisme que nous allons jusqu'à le tourner contre nous-mêmes. Nous refusons de nous reconnaître dans le vieillard que nous serons. De toutes les réalités, la vieillesse est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite, a justement noté Proust. Devant l'image que les vieilles gens nous proposent de notre avenir, nous demeurons incrédules. Une voix en nous, absurdement, murmure que ça ne nous arrivera pas. Ce ne sera plus nous quand ça arrivera. Avant qu'elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres. Ainsi peut-on comprendre que la société réussisse à nous détourner de voir dans les vieilles gens nos semblables. Cessons de tricher. Le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Nous ne savons pas qui nous sommes si nous ignorons qui nous serons. L'homme mûr, tout en voulant ne pas le savoir, sait cependant que demain, sa condition sera celle qu'il assigne aujourd'hui au vieillard. L'économie est basée sur le profit. C'est à lui pratiquement que toute la civilisation est subordonnée. On s'intéresse au matériel humain que dans la mesure où il rapporte. Que pendant les 15 ou 20 dernières années de sa vie, un homme ne soit plus qu'un laissé-pour-compte, cela manifeste l'échec de notre civilisation. Cette évidence nous prendrait à la gorge si nous considérions les vieillards comme des hommes ayant une vie d'homme derrière eux. C'est pourquoi la question est si soigneusement passée sous silence. C'est pourquoi il est nécessaire de briser ce silence. Tout est à reprendre, dès le départ. Ça, t'as lu ça le printemps dernier. T'as pas découvert ça le printemps dernier? Oui, Et oui, mon Dieu! oui, c'est implacable. C'est un texte implacable. C'est fou. C'est très fort, puis ça amène la réflexion sur plein de choses. À un moment donné, elle parle du capitalisme, tu sais, puis là, on est dans un problème. On vit un problème avec notre civilisation de croissance absolue. Là, la nature est en train de nous dire, ça se peut pas. Puis si les espaces naturels se restreignent trop, ben là, les pathogènes, vous allez en voir des bien pires que ceux du coronavirus. Puis, mais dès que tu parles de décroissance, c'est comme si tu disais un blasphème. Or, c'est quoi une personne très vieille? C'est une personne, en fin de compte, en phase de décroissance. Oui, exactement. Et on dirait que c'est une espèce de, c'est une abomination capitaliste en plus d'être une angoisse humaine, là, tu sais. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je trouve qu'elle met le doigt dessus quand elle dit c'est comme si on était incapable de se projeter dans la vieillesse. Et c'est comme si on ne voulait pas voir ça et qu'on ne peut pas savoir qui on est si on ne sait pas ce qu'on va devenir. Ce que disait Gabriel Leroy à 16 ans dans son grenier. C'était d'ouvrir, d'avoir cette conscience-là. Mais c'est vrai que tout est ramené à des considérations économiques présentement. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve dans la merde. Absolument. Puis si on finit de parler des personnes âgées comme d'une minorité, c'est incroyable. C'est une part de nous-mêmes, là. Tu sais. Oui. Une part de nous-mêmes serait une minorité. Ça, comme c'est comme si on les voyait quand aujourd'hui dans nos sociétés modernes, pour les personnes âgées, on a de considération qu'en termes de soins à apporter. Ouais. Comme s'ils n'avaient pas de vie intérieure, comme si tout ce qui était le passé était ramené à rien. Alors que c'est des êtres humains qui ont traversé tant d'histoires et qu'ils portent toujours en eux. Et l'amour, et la sexualité, et l'angoisse, et la joie est encore en eux.
Mais c'est comme si tout ce on réfléchit juste en termes de soins, de Ouais, sécurité, d'environnement sécuritaire et de soins de base. C'est desséchant comme ça se peut pas. ouais, absolument, ça fait peur. Puis, ça, c'est pas, ce qui est fâchant, c'est que c'est pas d'hier. Ça fait Non, 30, 40 ans que les journalistes disent ça. mais oui, On était jeunes, on se disait, hey, là, mais qu'on arrive proche 70, il faudra peut-être s'acheter un bloc ensemble, s'occuper les uns des autres, parce que moi, je veux pas aller là. Je veux dire, tout le monde dit ouais, ça, depuis, tout en laissant. Puis, Michel Garneau, qui est 82, me disait à un moment donné, on semble pas croire ici à l'œuvre de maturité. ouais, Tu sais, même chez les artistes, pourtant, dans le domaine des arts, tu te dis, bon, vieillir, ouais. c'est quelque part, c'est un plus, là. Mais non, même l'œuvre de maturité s'est vue un peu. Non, tasse-toi, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça, tu as tout à fait raison. le On est dans le problème. jeunisme un peu échevelé, en tout cas. Ah, J'ai rien contre les jeunes, c'est pas ça, mais c'est parce que ben non, il y a quelque chose qu'il faut ouais. Il y a un équilibre à trouver, mettons. mettons, absolument, mettons. C'est drôle, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, quand on était jeune, il y a eu l'année de la jeunesse. Moi, j'étais jeune pendant l'année de la jeunesse, Ouais, l'année ouais, ouais, oui, internationale de la... J'avais trouvé ça insupportable, toute oui. cette affaire-là d'année de la jeunesse. Puis à un moment donné, je m'étais dit, mais c'est drôle. Les adultes nous voient comme des immigrants. Une espèce d'immigration génétique, là. On arrive par les génétiques, mais on est quand même du monde qui arrive, puis qui pense différemment, puis qui veulent prendre une place différemment, puis enfin, on revient donc à l'idée du nous qui, il me Ben semble, oui. Si mériterait d'être complexe. creusé. Ouais. Complexe, ouais. C'est pas pour rien, les Québécois, on a des flashs assez brillants. Des fois, du point de vue linguistique, on dit nous autres. Hein? Fait que le Ouais. trait d'union entre ces deux mots-là, là, c'est un flash assez fort, merci. Alors, pour clore, moi, je vais te dire un petit poème. Ah, mais tu vas pas dire une fable de La Fontaine? Ah non, je garde ça pour la Une, prochaine fois. une autre fois, OK. Ben, moi, je vais dire mon petit poème. Je vais essayer de le dire par cœur. C'est rare que j'ai réussi à dire les poèmes de moi par cœur. Je vais garder donc mes lunettes dans ma main au cas. Ça, c'est vraiment un poème pandémique, machin, là. Un jour, vous le croirez pas, là, ce que je vais vous dire, mais un jour, tu vas fermer l'écran de ton ordi. L'écran de ta tablette, l'écran de la TV, l'écran du cellulaire. Puis tu vas te mettre de l'écran solaire. Tu vas t'asseoir les fesses à même le gros ruisseau collé-collé avec ta blonde et puis 2 bières. Ta blonde va dire, ça c'est la grosse misère. Puis le ruisseau va rire. Comme il sait si bien rire doucement sans s'arrêter. Vous allez capoter, puis lui va clapoter. L'eau a toujours raison dans l'alphabet des roches. Un jour, tu vas sortir sans masque et sans mitaine, sans bottes et presque sans culotte. Le vent sonnera comme un Frédéric heureux. Non, non, le silence sonnera comme un Frédéric heureux. Le vent sera comme un French avec doigts dans les cheveux. Et le soleil, une orange sanguine dans le ciel bleu saphir. C'est là que Paul Éluard va te téléphoner tout mélangé. Puis c'est là que tu vas lui dire que t'es bien occupé à respirer de la fougère, de la réglisse, du swing de filles d'été, puis du pain frais de la dernière fournée. Un jour, ça va être fini. Fini, 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 tellement fini que tout va recommencer. On n'aura plus peur de rien, même d'aller prendre un café, même d'éclater de rire, même de parler trop fort en refaisant le monde, même de postillonner. Un jour, on va se serrer la main, puis on va rester de même, sans bouger, avec comme une envie de plus jamais se lâcher. OK? OK. OK! Hey, merci, Marité, d'avoir Merci à accepté toi. l'invitation. Merci de ces choix formidablement inspirants, puis qui donnent envie d'aller lire encore un Oui, peu oui, je pense plus. il faut lire. Surtout de ce temps-là, il faut aller chercher ses joies là où on peut.
Il faut, Puis, parce qu'on est comme dans une époque, là, c'est comme, comme une c'est monomaniaque, tu sais, c'est oui, monomaniaque oui, COVID, là. Puis la poésie, puis ces choses-là, ça permet de prendre une certaine souveraineté sur sa vie intérieure, ce qui est oui, toujours oui, oui, appréciable. oui. Puis merci à vous autres qui avez Oui, passé merci ce temps-là. Trois-Rivières. Merci Trois-Rivières, le grand Trois-Rivières au grand complet. Et puis, je ne sais pas si je vous dis à l'année prochaine, il n'y a rien de confirmé, mais ce serait la dernière année du poète, la 10e année du poète en robe de chambre. Alors moi, je pense déjà à des invités, puis je vais faire des propositions. Alors peut-être à l'année prochaine, je l'espère. Marité, bon plaisir de se croiser dans un parc, puis peut-être Oui, jouer une petite oui. pétanque avec ma blonde puis ton Oh, chum. j'adorerais ça. Ah, ben, c'est un rendez-vous. D'accord. Alors, bon, ben, bonne fin de journée, de Merci. soirée. Salut. Bye. Bye.